On me dit que c'est bon. Alors bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vois que l'astrobiologie, les étoiles, les planètes et la personne de Nathalie Cabrol amènent du monde et je m'en réjouis. Je m'en réjouis pour elle, je m'en réjouis pour notre conversation. D'autant que, chère Nathalie Cabrol, il y a beaucoup de monde ce soir avec nous, ici, qu'on peut voir. Mais il y a aussi tous ceux qui sont dans le cloud, c'est-à-dire derrière leur écran et qui nous suivent quand même en direct. La différence entre ceux et celles qui nous suivent derrière leur écran et ceux et celles qui sont devant nous, c'est que devant nous, ils et elles auront la possibilité de vous poser des questions après notre discussion, contrairement à ceux qui sont derrière leur écran. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour cette dernière séance du cycle de rentrée de la Cité des sciences et de l'industrie, qui avait pour titre, et c'est ce que vous pouvez voir de part et d'autre, la vie selon point de suspension. Et pour clore en beauté ce cycle, eh bien, nous accueillons ce soir, enfin j'accueille ce soir avec vous, Nathalie Cabrol, qui est, oui, on peut l'applaudir. Alors c'est très bien parce que ce cycle La vie selon avait, selon celles et ceux qui l'ont pensé et préparé, pour grande question, comment définir la vie? Quelle est son origine? Quelles sont ses limites? Comment les êtres humains interviennent-ils sur elle? Je pense que c'est vraiment autant de questions que l'astrobiologiste qu'est Nathalie Cabrol se pose au quotidien et depuis quelques années. Enfant, Nathalie Cabrol dessinait des vaisseaux et des machines extraordinaires. Elle aimait passer du temps dans l'eau, ou plutôt sous l'eau. Et elle rêvait de devenir astronome. Ce rêve s'est réalisé grâce à des rencontres qui ont fait bifurquer votre parcours au bon moment, la plupart du temps, grâce aussi à l'essor de l'astrobiologie et grâce à la rencontre de votre compagnon de vie, Edmond Grain, qui vous a ouvert les voies de la montagne, entre autres, on va dire, entre autres. L'eau et les volcans ont fait le reste. Plongeuse et escaladeuse, c'est dans les lacs volcaniques que vous allez puiser les traces de l'origine de la vie sur Terre. Vous avez travaillé avec la NASA, vous avez participé à plusieurs missions d'exploration sur Mars. Et vous dirigez depuis 2015 le centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI, Search for Extra, je le dis avec l'accent bien français comme ça on comprend bien, Extraterrestrial Intelligence, autrement dit, recherche en intelligence extraterrestre. C'est en Californie où vous vivez depuis 29 ans. Votre travail, vous allez nous l'expliquer ce soir, c'est tout simplement comprendre l'origine de la vie sur Terre et puis trouver des traces de la vie dans le vaste univers qui est de plus en plus vaste. En tous les cas, on remarque, on comprend depuis quelques années, ça aussi vous allez nous le dire, que cet univers est de plus en plus vaste. Je tiens aussi quand même à préciser que vous êtes l'autrice de 2 livres formidables, passionnants. Un premier qui s'intitule « Le voyage aux frontières de la vie » qui est apparu en 2021, c'est-à-dire il y a presque 2 ans, puisqu'on est en 2023. Et le deuxième, « À l'aube de nouveaux horizons », vient tout juste de paraître. C'était la fin 2022. Les deux ont été édités par Le Seuil. Et l'éditeur est dans la salle, l'attaché de presse aussi, et puis peut-être d'autres personnes du Seuil. Le premier récit était un récit autobiographique, mais qui abordait déjà des questions, évidemment, qui ont trait à vos questions, et puis à vos questionnements. Le second, peut-être le deuxième, on peut dire, il y en aura peut-être un troisième. Le deuxième porte sur la question de la recherche de la vie dans l'univers et où on en est à l'aube de nouveaux horizons. Peut-être pouvons-nous commencer par le début, mais rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble en 1 heure. Mais juste, c'était une vocation pour vous que de devenir... Alors, astrobiologiste, non, parce que ça n'existait pas quand vous étiez petite, encore quand vous aviez 6 ans, en 1969. Mais disons astronome, astronaute, puis astrobiologiste. Racontez-nous. Oui, je dis souvent que je suis comme Obélix, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. J'ai pas de souvenir d'avoir voulu faire autre chose. Et l'astrobiologie n'existait pas, mais la planétologie n'existait pas véritablement. Ça a commencé avec les premiers échantillons lunaires. Mais quand je faisais mes études, ça débutait à peine. J'étais à l'observatoire de Meudon. On a véritablement, excusez-moi l'expression, mais essuyé les plâtres de la planétologie. Et il n'y avait pas de position. C'est pour ça que je suis en Californie aujourd'hui. Peut-être les choses seraient différentes. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, la France a un grand programme et a des chercheurs dans cette discipline. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Il y a des gens qui nous écoutent et d'autres qui nous regardent en même temps qu'ils nous écoutent. Et c'est vrai qu'on sait ce qu'est l'astrophysique,
On sait moins, à part certains qui sont très spécialistes, il y en a aussi dans la salle, parce que souvent dans ces conférences, il y en a beaucoup, des spécialistes. Mais astrobiologiste par rapport à planétologue, c'est à peu près pareil. Mais par rapport à astrophysicien, c'est quoi? Il y en a. Bon, les astrophysiciens s'occupent des étoiles, de la physique des étoiles, tandis que les astrobiologistes peuvent aussi s'occuper des étoiles parce que c'est important de savoir quel type d'étoile vous pouvez avoir pour qu'un système soit habitable, par exemple. Donc, le principe, c'est que l'astrobiologie, c'est un domaine multidisciplinaire. C'est pas une discipline. Vous pouvez être planétologue, vous pouvez être géologue, vous pouvez être biologiste, vous pouvez faire de la microbiologie, vous pouvez même construire des robots et faire de l'astrobiologie. C'est comme la médecine. J'aime bien quand vous arrêtez comme ça, parce que j'attends que vous continuiez. Non, en clair, c'est pour dire que la médecine, vous pouvez être cardiologue ou vous pouvez vous occuper du système digestif. Ce sont deux choses complètement différentes, mais vous faites avancer la médecine en pratiquant votre métier. Et les grandes figures qui ont fait développer l'astrobiologie, étaient-elles physiciens, biologistes? D'où venaient-elles, ces grandes figures? D'où venaient-ils? C'était souvent des hommes, d'ailleurs. Oui, à l'époque, il y avait surtout des hommes dans cette discipline. Il y a encore pas mal, je dirais une majorité d'hommes, mais enfin, il y a quand même plus de femmes désormais dans la discipline et on fait en sorte d'avoir plus de jeunes femmes maintenant qui s'engagent dans les carrières, de les soutenir un petit peu mieux. Mais une des premières figures marquantes, c'est véritablement Carl Sagan. Et ça, bon, il y a Carl Sagan, il y a Frank Drake, et j'ai eu la chance... Frank, il était à l'Institut, donc et lui aussi a disparu il y a quelques mois seulement. On a une image de Frank Drake qu'on va pouvoir montrer, si on peut lancer l'image. Voilà. Carl et Frank sont véritablement des personnages qui ont construit l'astrobiologie de manière très différente. Carl Sagan était un chercheur à idées et il a conçu, il a perçu très rapidement la perspective de cette vision qu'on pouvait avoir de planètes dans l'espace quand il nous montre le petit point bleu pâle dans l'espace, c'est nous, c'est notre vision, d'abord nous repositionner dans le cosmos, comprendre qui nous sommes, à la fois insignifiant mais tellement précieux, mais aussi nous donner la première vision de comment on pourrait percevoir d'autres mondes dans l'espace. Il avait vu ça, lui, quelques années juste avant qu'on découvre les premières exoplanètes. Donc, Carl est venu de ce point de vue non seulement de l'astronomie des exoplanètes, mais aussi il était très impliqué dans toutes les premières missions. Il est partout. On voit son nom avec Viking, on voit son nom dans les Voyager. Il a travaillé avec Frank Drake, il a conçu la plaque sur les Voyager et Pioneers. Il est donc à la base de l'astrobiologie. L'ironie du sort, c'est que malheureusement, il est décédé juste 2 ans avant que l'Institut d'astrobiologie à la NASA devienne officiel. Mais il est partout, son nom est partout. Et il a marqué véritablement notre époque et ma génération en particulier. Quand j'ai grandi, il y avait Carl Sagan le samedi et Jacques Cousteau le dimanche. Maintenant, vous comprenez pourquoi je fais le métier que je fais. Et Frank Drake? Frank Drake, c'est un début d'après-midi, un été en 1998. Et j'ai franchi la porte de l'Institut et son sourire, il était exactement comme ça, toujours souriant, très, très humble. Et c'est lui qui a accepté mon dossier pour devenir chercheuse à l'Institut SETI. Mais 28 ans avant, c'est lui aussi qui a conçu la première expérience de radiotélescope pour tourner les radiotélescopes vers le ciel et essayer de démontrer qu'on pouvait essayer de chercher des signaux extraterrestres. C'était une idée. Il n'était pas le seul. Il y avait Cocconi, il y avait déjà un petit groupe qui travaillait. Il y a un premier papier qui est sorti en 1960. Frank Drake continue l'expérience en 61. Et puis, il organise cette conférence pour essayer de comprendre comment on peut chercher des intelligences extraterrestres en utilisant des radiotélescopes. Et puis ce jour-là, il avait besoin d'organiser sa conférence. Alors il a attrapé un petit bout de papier et puis il a commencé à penser à tout ce qu'il fallait faire. Et puis au bout de sa réflexion, on avait l'équation de Drake. Et l'équation de Drake qui nous disait à l'époque, c'est une formule, en quelque sorte, c'est une formule probabilistique qui expliquait que pour essayer de comprendre combien d'intelligences extraterrestres pouvaient communiquer avec nous dans la Voie lactée, il fallait connaître le taux de formation d'étoiles
qui était évidemment semblable au Soleil. À cette époque-là, on pensait de manière anthropocentrique. Et puis combien parmi ces étoiles auraient un système planétaire qui se développerait autour? Et puis combien parmi ces planètes seraient dans la zone habitable de ces étoiles? Et parmi ces planètes dans la zone habitable, combien il y en a qui développeraient un environnement favorable à la vie? Et parmi cette vie, combien il y en a qui deviendraient intelligentes? Et parmi cette vie intelligente, combien il y en a qui deviendraient technologiquement avancées? Et puis le fameux paramètre L à la fin mystérieux, qui est celui de la durée. Et la durée, c'est la durée pendant laquelle cette civilisation resterait visible et donc capable de communiquer, ou pour nous, capable de la capter. Et c'est l'équation de Drake. À l'époque, on ne connaissait vraiment pas grand-chose. On sortait à peine de l'astronomie des télescopes, c'était 1960. On était encore à quelques années des premières missions planétaires, 3 ou 4 ans. Et Franck nous a donné la première carte de route d'astrobiologie. Et ça, de la même manière que Carl Sagan, c'était des visionnaires, c'était des gens qui voyaient au-delà de ce que les autres pouvaient voir. C'était un extrême privilège. J'ai rencontré Carl Sagan et j'ai côtoyé Franck, qui avait un humour absolument formidable. Il était quelqu'un d'extrêmement humble. Et il est mort le 2 septembre 2022, donc il y a à peine quelques mois. Malheureusement, il n'aura pas vu l'existence d'une vie extraterrestre. Est-ce qu'il pensait, comme vous, qu'il était bien évident qu'on trouverait une vie en dehors de la vie sur Terre? Contre vents et marées, parce qu'il l'a fallu. L'astrobiologie est une discipline en plein essor. On la voit partout, internationalement maintenant, en Europe, en Inde, en Chine, aux États-Unis évidemment. Mais ça n'a pas été la même chose pour la recherche de SETI. La recherche de SETI, et l'écoute en particulier, n'est pas quelque chose qui est soutenu financièrement par le gouvernement. C'est une recherche qui est une recherche privée, qui a eu beaucoup de barrages. Il y a une confusion dans la tête des gens entre ce que j'appelle le folklore des ovnis et non pas la recherche. Il ne faut pas se méprendre dans ce que je dis. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font de la recherche de type scientifique pour comprendre le phénomène de OVNI, c'est-à-dire en fait des choses qu'on ne comprend pas à l'heure actuelle. Mais ça n'a rien à voir avec le folklore qui peut y avoir tout autour des ovnis et des petits hommes verts. Et malheureusement, il y a eu un amalgame dans l'esprit de certains politiciens qui n'ont pas voulu voir, comme ils disaient, l'argent des taxpayers, comme on dit aux États-Unis. Ils ne voulaient pas avoir des comptes à rendre pour quelque chose qui semblait être un petit peu sulfureux. Donc à partir de 92, bien que la NASA ait commencé à financer la recherche de SETI pendant 2 ans, en 92, elle a arrêté tous les financements pour SETI. Et à partir de 92, Frank Drake et Jill Tarter et tous ceux qui voulaient faire de la recherche de SETI ont couru après les sponsors véritablement. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. La NASA commence à parler de techno-signature. Toujours pas d'écoute. La NASA finance toujours pas l'écoute des radiotélescopes, mais par contre, avec des télescopes comme le James Webb ou d'autres télescopes au sol ou dans l'espace, maintenant elle finance des recherches qui visent à essayer de trouver des signatures dans l'atmosphère des exoplanètes qui pourraient être la trace d'un déséquilibre quelconque dû à la vie, par exemple qu'elle soit avancée ou pas avancée. Donc c'est la recherche de biosignatures, si vous voulez, et de technosignatures pour les civilisations plus avancées. Mais ça n'est pas le seul attrait de l'astrobiologie, cette recherche de vie ou d'intelligence extraterrestre. Vous vous intéressez à une autre forme de vie qui est la nôtre, mais qui est son origine. D'où vient la vie? Quelles sont les traces de la vie originelle? Et c'est pour cette recherche-là que vous vous faites également exploratrice, Nathalie Cabrol, exploratrice d'un genre particulier, parce que vous allez dans des milieux extrêmes. Alors, à côté de la photo de Frank Drake, on voit la photo d'Edmond Grain, qui était donc votre compagnon, qui lui aussi est décédé il y a quelques mois, en août, juste avant Frank Drake, en août 2022. Ensemble, parce que lui, il vous a initié à l'escalade, lui grimpait des montagnes pendant que vous plongiez. Et vous avez ensemble réuni ces deux passions, parce que c'est aussi devenu une passion pour vous de grimper, mais vous êtes focalisé, parce que les choses simples, c'est pas votre truc, sur des volcans particulièrement hauts, dans les Andes. Quand je dis particulièrement haut, c'est qu'ils ont pu faire 6000 mètres d'altitude. Et donc, ensemble, vous avez été chercher au sommet de ces volcans les traces
de l'origine de la vie terrestre au sommet, mais dans le sommet, vous avez plongé dans le cratère, parce que dans le cratère, il y a des lacs, on va vous montrer des photos d'ailleurs, il y a des lacs d'altitude. Alors pourquoi, dans les lacs d'altitude, peut-on trouver des traces de l'origine de la vie? Alors, en fait, oui, il y a toute une histoire. Edmond m'a vraiment initiée à la montagne. J'ai essayé de l'initier avec un petit peu moins de succès à la plongée. C'est une longue histoire. Mais en fait, ça participe de cette même pensée. Comment trouver la vie? À cette époque-là, on était tous les deux en train de pousser la recherche sur Guzef. Guzef, c'est devenu le site d'atterrissage de Spirit, qui était le premier rover sur Mars. En 2003-2004. Et en 2003, donc on a travaillé, on a commencé à Meudon tous les deux, on a emmené Guzef avec nous aux États-Unis, et il a fini par être sélectionné. Et donc quand on a commencé à explorer Guzef, on a démontré que Mars était habitable par le passé. Et donc, pour penser toujours un petit peu plus loin, si Mars était habitable, si elle avait été habitée, quel genre de vie aurait pu s'y trouver? Quelle forme elle aurait? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la détecter? Et donc, il n'y avait pas de mission immédiatement après Spirit et Opportunité. Et donc, pour pallier, on va dans ces environnements terrestres qu'on appelle des analogues, parce qu'ils ressemblent aux environnements planétaires qu'on veut explorer. Et c'est dans les Andes où on a les conditions les plus proches d'environnement, non seulement de Mars, il y a 3,7 milliards d'années, mais aussi de la Terre primitive. Et donc, on est partis là-bas, tous les deux, avec une petite expérience. C'était pas grand-chose, c'était une toute petite allocation de recherche au début. Je voulais démontrer le bien fondé de la recherche à la NASA. NASA Ames m'a donné ma chance, m'a donné 40 000 $ pour aller faire un tour là-bas et ramener des données. Et puis, on est arrivé, on a regardé les conditions, on s'est dit, c'est vraiment très, très hostile, on trouvera probablement rien, on va mettre nos dosimètres sur place et on sera vite rentré à la maison. Je crois que la photo suivante, je ne sais pas si c'est celle-là, oui, c'est celle-là, et vous voyez ce qui se trouve derrière moi. Eh bien, ça, c'était la réalisation qu'on n'était pas parti de l'endroit, parce que c'est un champ de stromatolite, c'est-à-dire ce sont des petites algues bleues et vertes. Ce sont les mêmes exactement qui existaient au tout début de l'histoire de la Terre. Ce sont les premiers fossiles qu'on trouve sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Ceux-là n'ont pas 3,5 milliards d'années. Ils ont environ entre 14 et 18 000 ans. Mais ce sont les mêmes organismes exactement. Et donc, on est allé sur place pour essayer de comprendre comment ils résistaient à un rayonnement ultraviolet qui est excessivement fort. En fait, c'est le plus fort mesuré sur la planète Terre dans cet endroit-là pour de multiples raisons. Et puis, l'aridité, l'environnement, c'est plein de volcans, comme vous voyez. Il y a des lacs qui s'évaporent à cause du changement climatique. Il y a des sources hydrothermales. Ce sont donc les mêmes conditions qu'on avait sur Mars il y a 3,5 milliards d'années. Et la température est à peu près la même aussi. Et c'est là qu'on a appris, comme j'avais dit à Edmond, j'ai dit où on commence. Quand on a découvert ça, on s'est assis sur les stromatolites, tous les deux, on a regardé autour. Et puis, eh bien, la petite allocation de recherche de 2 ans, elle s'est transformée en une aventure qui continue aujourd'hui, un petit peu plus de 20 ans plus tard. Et parallèlement, vous avez aussi participé à des missions spatiales, alors justement sur Mars, comme Mars Exploration Rover pour la NASA. Vous nous en parleriez, vous nous expliqueriez pourquoi Mars occupe une place quand même encore un peu à part dans cette recherche spatiale. Oui, et il y a cette espèce d'impression pour beaucoup de gens que Mars est déserte et hostile et pas intéressante pour l'exploration. Effectivement, c'est un désert froid et il n'y a rien qui peut y survivre à la surface. Les missions récentes nous ont montré, bien évidemment, que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus dynamique qu'on le croyait. InSight a montré qu'il y a des gros tremblements de terre encore sur Mars. On a des traces de coulées de lave, de volcanisme qui, géologiquement, sont assez récentes, entre 50 000 ans et quelques millions d'années. Et puis, bien évidemment, l'histoire de Mars, c'est pas seulement l'histoire de Mars, c'est le fait aussi que Mars et la Terre étaient très semblables
Et on sait depuis très récemment que Mars, en fait, a démarré avant la Terre. S'est refroidi plus rapidement, elle était plus petite. Et elle s'est refroidie plus rapidement et aussi a eu un océan plus rapidement à sa surface. Et considérant la vitesse à laquelle la vie est apparue sur la Terre, comme l'environnement était semblable sur Mars, bon, évidemment, c'est une hypothèse, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais si la vie, ou en tout cas les briques de la vie étaient présentes et que la vie est apparue sur Mars, elle serait apparue plutôt sur Mars que sur la Terre. Et à cette époque-là, dans le système solaire, les planètes sont encore en train de se former, il y a des collisions partout, il y a des matériaux qui sont éjectés, et on sait que la trajectoire de Mars à la Terre, elle est possible. On a des météorites martiennes, on les connaît, on les a collectées. Et donc, je dis toujours en souriant qu'on est peut-être finalement ces Martiens qu'on cherche désespérément sur Mars, et qu'en fait, on est en train de retourner à la maison aujourd'hui. Mais de manière plus intéressante, je dirais que... La raison pour laquelle Mars est passionnante à mes yeux, c'est que la vie sur Terre, on ne sait pas comment elle est apparue. On connaît l'environnement dans lequel la vie est apparue. En fait, il y en a des tas qui fonctionnent. Mais les traces de ce moment, on ne sait toujours pas si c'est une transition. On pense que c'est une transition entre la chimie prébiotique et la vie. Mais les traces de ce moment ont disparu sur Terre à cause de la tectonique des plaques, à cause de l'érosion. Tous ces anciens continents, au bout de continents, ont complètement disparu. Alors que sur Mars, on a encore des traces de ces anciens affleurements qui datent de 4,2, 4,3 milliards d'années. Alors peut-être que le secret de comment la chimie prébiotique passe à la biologie est encore quelque part présent dans un affleurement sur Mars. Oui, ou peut-être au fond d'un lac volcanique à 6000 mètres d'altitude. Oui, ça aussi. Hein? Donc vous avez encore du travail et du pain sur la planche. Vous nous avez sélectionné quelques photos sur Mars. Peut-être qu'on peut rapidement en commenter quelques-unes. Oui. Donc il y a celle-ci. Celle-ci, c'est je suis à l'université de Carnegie Mellon, à l'Institut de robotique. Le rover qu'il y a derrière moi, c'est le rover Nomad. Et c'est le tout premier, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai servi d'assistante pendant 2 ans à Carol Stoker, qui est une des chercheuses de la NASA. Et en 1997, Carol, qui devait diriger la mission Nomad, qui était le premier rover à traverser le désert d'Atacama et à faire des simulations de missions martiennes, de missions lunaires et de recherche de météorites en Antarctique, eh bien, elle a été sélectionnée pour participer à la mission Pathfinder. Et j'ai quelqu'un qui a débarqué dans mon cubicle à cette époque-là, me disant « Écoute, tu étais avec Carol pendant 2 ans, est-ce que tu veux prendre la direction du projet ?» J'ai dit oui avant de réfléchir, bien évidemment, j'ai réfléchi après. Mais ça a été pour moi l'occasion de rencontrer un jeune ingénieur qui était comme moi à cette époque-là, qui débutait à NASA Ames, et qui, contrairement à ce qui se passait à l'époque, ne construisait pas des robots et disait aux chercheurs « voilà, on a construit un jouet, voyez ce que vous pouvez faire avec ». Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Nathalie, quelles sont les grandes questions de science que tu voudrais résoudre avec des robots ?» On a parlé, et ça fait maintenant 22 ans qu'on travaille ensemble. On a continué parce qu'il avait cette vision déjà. Donc Nomad est là, pour moi c'est une photo que j'adore parce que c'est vraiment le début de ma carrière à la NASA et c'est ce qui m'a lancé sur cette piste des rovers, d'essayer de comprendre les environnements planétaires qui finalement m'a amené dans le désert d'Atacama et après dans les Andes. Et finalement sur Mars parce que ça c'est probablement... un de mes plus beaux souvenirs, et avec Edmond aussi, quand on a vu cette photo, on s'est regardés tous les deux parce qu'on a travaillé pendant 15 ans sur Gusev à préparer et à essayer de pousser... de 160 km avec une magnifique vallée qui débouchait à l'intérieur, bien sûr asséchée maintenant, asséchée depuis 3,5 milliards d'années, avec des laves qui recouvrent en grande partie le cratère. Mais ce que vous voyez là, c'est un coucher de soleil sur les remparts de Gusev. Et pour nous, d'avoir le privilège de le voir depuis la surface, après l'avoir observé depuis l'orbite à travers les images pendant 15 ans, c'était quelque chose de très, très spécial. Et puis, évidemment, ça, c'est une vue de Persévérance aujourd'hui dans le cratère de G0. Je dis toujours, quand on regarde Mars... Persévérance, c'est un rover, hein, je le précise pour ceux qui G0, c'est le cratère dans lequel Persévérance, le rover, est actuellement. En fait, Persévérance est le premier rover à chercher des traces de vie. Toutes les missions avant Persévérance étaient là pour essayer de comprendre si Mars avait été habitable par le passé. Et quand on regarde Mars, on n'a pas besoin d'inventer des mots pour le
décrire. C'est vraiment ça, ce sont des affleurements. Mais Mars, elle a des calottes polaires, elle a des vallées, elle a des dunes. C'est un paysage qui nous est très familier, des journées qui durent 24 heures. Ce sera évidemment pas quelque chose de très facile pour s'y adapter parce que l'environnement est très hostile, mais au point de vue physiologique, c'est quand même une journée de 24 heures avec un soleil et des paysages qui nous sont familiers. De vos images favorites pour suivre? Si la flèche veut bien agir. Voilà, oui, celle-là, c'est pour moi une image qui a été prise par Opportunité, qui s'est retournée, qui a regardé de là où elle venait. C'est dans Meridiani. C'est le rover pour le moment Opportunité qui a duré le plus longtemps et qui a fait la plus grande traversée. Qui était en même temps que Spirit en 2003. En même temps, Spirit a atterri 3 semaines plus tard. Mais pour moi, ça symbolise l'exploration et les traces qu'on commence à laisser sur une autre planète. Et la dernière, si la flèche veut bien réagir. C'est le temps d'aller sur Mars et de revenir. La dernière est un dépôt d'échantillons, hein, je le dis. Voilà, ça c'est un des premiers échantillons qui a été déposé dans ce qu'on appelle la cache. En fait, on dépose des échantillons pour la prochaine mission, qui est une mission de retour d'échantillons. Avec de nombreuses nations, l'Europe et les États-Unis, en particulier la France qui est très, très impliquée, en espérant que la mission verra le jour. Mais à l'intérieur de ce conteneur, vous avez un échantillon de la planète Mars, un carottage qui est là et qui attend qu'on le ramène sur Terre pour essayer de comprendre bien l'environnement passé de Mars il y a 3,5 milliards d'années et voir si la chimie prébiotique est présente ou même peut-être autre chose. Autre chose, comme les petits bonshommes verts. Ils seraient très petits, bonshommes verts. Ils seraient très petits s'ils étaient là. Sur Mars, il n'y a aucune chance qu'il y ait de vie complexe parce que c'est une planète qui est beaucoup plus petite que la Terre, qui a moins d'énergie, qui a moins de ressources. Mais les conditions pour la vie simple, elles étaient parfaitement réunies il y a longtemps. Et quand on voit la résilience de la vie sur Terre, je suis absolument persuadée que si la vie a vu le jour sur Mars, elle est toujours présente. Il y a Mars. Ah, j'ai mon micro qui m'a lâché. Je parle fort, donc si vous m'entendez, vous êtes gênant pour On peut. Ah bah oui, dites donc un mot sur la tache blanche. Non, la tache blanche, c'est pas une tache blanche, c'est simplement parce qu'il y a un peu plus de contraste et c'est de l'ombre et de la lumière et en fait c'est un jeu avec la roue du rover. C'est pas de la neige, c'est pas de la glace. Donc est-ce que je continue? Je m'adresse à... Oui, mais non, je sais pas ce que ça veut dire ça. Ah voilà, regardez. On m'a pas dit la même chose. Allô, allô, pas mal. Mars, ici la Terre. Ou, comment vous disiez, Saturne, pour Saturne. Bon, donc la grande question, à part les origines donc, de la vie, pour vous et pour les astrobiologistes, c'est la question de notre solitude ou pas dans l'univers. Et vous dites, vous, que compte tenu des récentes découvertes, en particulier de ces millions d'exoplanètes, Centaines de millions. Centaines de millions d'exoplanètes, c'est-à-dire en dehors du système solaire. Compte tenu de la découverte de ces exoplanètes, il est absurde, statistiquement absurde, de penser qu'on est seul. Oui, alors les centaines de millions, c'est simplement pour les planètes dans la zone habitable de leurs étoiles. En fait, il y a en moyenne une planète par étoile dans notre galaxie. Ça veut dire qu'il y a environ 200 à 400 milliards de planètes. Et il y a les planètes qui pourraient être un petit peu semblables à la Terre. Ça, c'est ce qu'on cherche toujours, un petit peu une image de nous-mêmes. Mais il y a aussi ce qu'on a découvert, des planètes complètement différentes. Alors, il y en a qui sont
là aussi absurde, parce qu'on a découvert des mondes qui sont invraisemblables, des planètes tellement proches de leur étoile qui tournent en quelques heures seulement autour de leur étoile. Mais il y en a d'autres comme les mini-Neptunes ou les super-Terres, des choses qui sont aussi invraisemblables, et des planètes qui sont habitables, dont on n'avait pas la moindre idée, des étoiles qui permettent des conditions habitables aussi, dont on n'avait pas la moindre idée, et puis des planètes qui semblent aussi plus habitables que la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui fait absolument rêver, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord qu'elles ont des conditions d'environnement qui permettent que la vie telle qu'on la connaît, pour ne pas chercher de vie différente pour le moment, mais ce sont des planètes qui pourraient avoir des conditions habitables 10 000 fois plus longtemps que la Terre. C'est-à-dire que leur étoile, elles sont probablement plus proches d'une étoile qui est plus froide et qui peut durer beaucoup plus longtemps que notre Soleil. Notre Soleil, il aura fini sa vie dans quelques milliards d'années. À peu près, mais pour nous, c'est encore moins que ça. On est à peu près à 80% du temps de résidence possible, en tout cas de la vie plus complexe. La vie microbienne arrivera peut-être à résister plus longtemps, mais pour la vie complexe, on a encore 1 milliard d'années devant nous avant que les choses se gâtent. Ou même beaucoup moins si on continue à détruire l'environnement comme on le fait. Mais c'est la théorie. Mais ça veut dire qu'on a devant nous, en fait, une galerie de mondes complètement différents, avec des possibilités qu'on n'avait même pas imaginées. Ce que j'écris dans le livre, c'est que vous pouvez imaginer n'importe quelle planète, n'importe quel monde, ce qui vous passe par la tête, et je peux vous assurer qu'on va le trouver. On va le trouver dans l'espace quelque part. Il n'empêche qu'on ne les a toujours pas trouvées. Les planètes, on les a trouvées. Les planètes, on les a trouvées. Oui, les planètes, mais pas ce qu'il y a dessus, en tous les cas, pas les traces de vie que vous continuez de chercher. Comment expliquer qu'on ne les ait toujours pas trouvées, malgré les avancées technologiques et scientifiques? La recherche de la vie extraterrestre, en tout cas, l'expérience des radiotélescopes, pour parler simplement ce que vous appelez les petits hommes verts, qui feraient bondir mon CEO, mais admettons des extraterrestres, on a commencé dans les années 60. Ça fait 60 ans qu'on cherche. Il y a aussi des domaines de la recherche dans le cancer. Dites-moi qu'on a trouvé une cure pour le cancer, ça fait à peu près autant d'années qu'on cherche. Mais pour ce qui est de la vie dans le système solaire, ça fait pas si longtemps qu'on cherche. La première expérience de biologie, la seule qu'il y a eu dans les années 1970, c'était 76, 77, c'était Viking sur Mars. Et on a très bien compris à cette époque-là que les résultats étaient complexes, et la raison pour laquelle on ne pouvait pas les démêler, c'est simplement parce qu'on n'avait aucune idée de l'environnement martien et qu'on ne le connaissait pas. Et donc les 40 dernières années, on a produit des missions et un programme intégré pour essayer de comprendre l'environnement. On n'a pas cherché la vie. On n'a pas cherché la vie sur Europe, on n'a pas cherché la vie sur Titan, on n'a pas cherché la vie sur Pluton. Ce qu'on a fait ces dernières décennies, c'est caractériser le potentiel d'habitabilité du système solaire. On commence simplement à découvrir les exoplanètes depuis les années 80, et aujourd'hui on commence à avoir un petit peu les instruments et les expériences pour chercher des gaz qui seraient peut-être des gaz biogènes dans les atmosphères. On commence à peine, on n'a pas cherché la vie, on commence à peine. Ça ne fait pas des centaines d'années qu'on cherche la vie, ça fait des milliers d'années qu'on se pose la question, mais ça fait seulement quelques dizaines d'années qu'on a les moyens de pouvoir commencer à y répondre. Il ne faut pas être trop pressé, et en même temps, vous dites, sans doute, trouverons-nous quelque chose dans les 10 ou 15 prochaines années. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un moment clé de l'histoire de l'univers, dans un âge d'or de l'astrobiologie. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de vous projeter d'ici 10-15 ans en vous disant, oui, on a toutes les chances aujourd'hui de trouver une autre forme de vie dans l'univers? Alors techniquement, ce que j'ai dit, c'est de dire que notre génération était la mieux placée par rapport à toutes les précédentes. Beaucoup plus prudente que pour ce qui est de 10 ou 15 ans, quand on regarde les missions qui arrivent et leur destination, c'est effectivement, il y a un horizon à 10 ou 15 ans où on va avoir beaucoup plus d'informations sur Europe, sur Encelade probablement, parce que je doute qu'on attende très très longtemps avant de faire une mission sur ce petit monde qui est tellement fascinant. Et puis il y a la libellule Dragonfly qui va partir sur Titan, mais il y a JUICE qui va partir cette année, la mission européenne qui va dans le système de Jupiter, qui sera rattrapée par Europa Clipper. Les deux missions vont travailler de concert dans le système jovien et s'intéresser particulièrement à l'habitabilité de ces mondes et essayer de comprendre ce qui s'y passe.
Donc on est à un moment charnière. Mais il ne faut pas croire qu'on a cherché la vie depuis tellement longtemps. C'est une aventure qui commence, c'est une aventure qui est exaltante parce qu'elle commence dans le système solaire, elle commence dans les exoplanètes, et la recherche de SETI elle-même se diversifie à l'heure actuelle. Et donc on a d'autres moyens de regarder et d'écouter, et pas seulement de chercher des technosignatures, mais on commence à s'intéresser aussi à comprendre, essayer de comprendre la communication et l'intelligence. Parce que le deuxième paradoxe de l'astrobiologie, si le premier est de ne pas avoir une définition pour la vie, le deuxième, c'est de ne pas avoir une définition pour l'intelligence. Là, ce qu'on voit, c'est ni la vie ni l'intelligence, mais c'est quand même une partie de l'univers que nous a montré le télescope James Webb. Ce sont des images qui datent de juillet 2022, sachant qu'il est parti il y a un an, en décembre 2021. On en a quelques-unes qui sont extraordinaires, mais pour vous, c'est une réouverture d'horizon inouïe. Pour moi, c'est la prochaine révolution en cosmologie, parce que James Webb nous fait voir des galaxies et un nombre de galaxies plus tôt qu'on ne le pensait. Donc il y a des choses qu'il va falloir réviser dans notre vision de la cosmologie, ce qui est toujours encourageant, parce que si on savait tout, ce serait un petit peu triste. Mais quand vous regardez, c'est une vision absolument merveilleuse, mais quand vous regardez toutes ces galaxies qui sont là et qui sont décalées dans le rouge, ça vous donne une vision de l'univers au tout début. On est quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ça devient véritablement fascinant. Ces 4 images-là sont des images prises par le télescope. Des pouponnières d'étoiles. Et autour de chacune de ces étoiles, vous pouvez imaginer au moins une planète. Et on parle des planètes. Et quelque chose qui va se produire avec la recherche en exoplanètes, avec l'amélioration de la technologie, c'est que non seulement on voit les planètes, mais on va commencer aussi à voir leurs lunes, les satellites. Et quand on sait que dans le système solaire, on a 200 satellites qui tournent autour des 8 planètes que nous avons, si la proportion est à peu près respectée, vous pouvez imaginer le nombre de lunes qu'il peut y avoir dans notre galaxie seulement. Et considérant les environnements habitables qu'on connaît désormais dans le système solaire, dans ces planètes, il n'y a pas besoin d'être dans la zone habitable. C'est faramineux, c'est faramineux. C'est, encore une fois, on en reparlera dans quelques dizaines d'années, mais on est en train de regarder probablement à quelque chose qui ressemble furieusement à ce que j'appelle un univers vivant, où la vie sera sûrement la règle et pas l'exception. La Lune a été un horizon, ça a été d'ailleurs celui qui vous a mis le pied à l'étrier, si je puis m'exprimer ainsi. La Lune, on va y retourner. La Lune est un horizon sur lequel on travaille aujourd'hui quand on est astrobiologiste encore ? Alors, la Lune, elle nous intéresse pour des raisons un petit peu différentes. Et là, je ne parle même pas de l'exploration humaine. Je ne parle pas du retour sur la Lune pour s'installer sur la Lune pour des tas de raisons socio-économiques, stratégiques, vous pouvez les nommer. Mais du point de vue de l'astrobiologie, la Lune, c'est ce qu'on appelle un cas extrême. Il y a beaucoup de gens qui vont me regarder en ouvrant des yeux. Mais si j'en ai parlé dans le livre aussi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient s'imaginer que la Lune aurait pu être habitable au tout début de son histoire. Et il y a quelques dizaines de millions d'années dans l'histoire de la Lune où il y a une fenêtre, une toute petite fenêtre pour que la chimie prébiotique puisse passer à la vie. Bien évidemment, ça a changé. Aujourd'hui, la Lune, elle est ce qu'elle est. Mais elle nous intéresse astrobiologiquement pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de glace sur la Lune, et pas seulement sous forme de composition, d'autres compositions dans le sol, mais aussi dans les cratères qui sont dans la pénombre, et donc de la glace qui est préservée dans ces endroits-là. Donc une petite ressource d'eau. Qu'est-ce qui se passe là ? Ça nous intéresse. Parce que si bien évidemment on est capable de montrer que la vie peut résister dans des conditions pareilles sur la Lune, il n'y a vraiment plus beaucoup de limites à là où la vie pourrait se trouver dans l'univers. Et l'autre raison pour laquelle la Lune intéresse l'astrobiologie, c'est, comme je vous le disais, on n'a pas de traces des premiers temps de la vie sur la Terre. Les premiers fossiles qu'on a, ils datent de 3,5 milliards d'années. Ça fait déjà pratiquement 1 milliard d'années que la Terre était formée. Mais à cause de tous ces grands bombardements, des matériaux éjectés, il y a probablement beaucoup de matériaux terrestres originels
qui ont atterri sur la Lune. En fait, il est tout à fait probable, on est à peu près certain qu'il y a au moins un des échantillons ramenés par les astronautes d'Apollo qui, en fait, est un échantillon de la Terre ancien. Vous parlez de la Lune, mais en fait... Et ça, c'est l'ironie suprême. On fait tellement de kilomètres et on dépense tellement d'argent pour aller sur la Lune pour ramener un bout de la Terre. Moi, je trouve ça formidable. Et c'est pas n'importe quel bout de la Terre, c'est quelque chose de très important. Vous parlez de la Lune, mais en fait, tout à l'heure, vous avez dit des lunes. Il y a des lunes. Et là, par exemple, on a, je crois, une image de lune qui est la Lune Europe. Hein, c'est Europe vue par Juno, qui est la mission... on n'en parle pas tellement de Juno, mais à sa manière, elle révolutionne un petit peu notre vision aussi. Non seulement elle étudie Jupiter, donc l'atmosphère de Jupiter et sa dynamique, mais en passant aussi, elle prend des images d'Europe, de Galiléo, etc., d'images qu'on n'avait pas eues depuis la sonde Galiléo, je voulais dire Ganymède, pas Galiléo, mais depuis la sonde Galiléo, on n'avait pas eu de ces images, et vous voyez la résolution. Europe est un monde qui est vraiment torturé par les effets gravitationnels, les effets de marée de Jupiter qui tire et qui pousse, et comme elle a une croûte de glace, cette croûte de glace, elle est fracturée. Et puis, c'est comme ça qu'on a je dirais des matériaux qui remontent de l'océan, qui se trouvent à l'intérieur d'Europe, qui remontent à la surface, et qu'on voit tous ces dépôts de matériaux organiques, qui sont ces dépôts un petit peu marrons. Et c'est la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'emmener un sous-marin et puis ou de creuser très profond pour aller chercher l'océan sur Europe. Gentiment, elle nous amène des matériaux de l'océan à la surface. Elle vous intéresse, Europe, parce qu'il n'est pas impossible qu'on trouve une forme de vie sur Europe. Europe est extrêmement intéressante, donc de par cet océan qui est sous la surface, qui est protégé donc du rayonnement cosmique et des rayonnements galactiques tout autour. Mais en plus, j'ai des collègues, alors là, il faut les croire sur parole, parce que moi, je ne suis pas biologiste, évidemment, mais qui disent qu'il y a suffisamment d'oxygène dans l'océan d'Europe pour avoir une forme de vie un petit peu plus complexe que des bactéries. Parce que rappelez-nous, en tous les cas sur Terre, quelles sont les conditions de la vie ? Les conditions de la vie telles qu'on la connaît. Alors, il faut évidemment ce qu'on appelle les briques de la vie, c'est-à-dire carbone, hydrogène, oxygène, azote, etc. Mais il faut aussi des sources d'eau, une source d'énergie. Et puis, il faut des nutriments et il faut une protection, un abri. Alors, un abri, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être une atmosphère, comme on l'a sur Terre. Ça peut être aussi un océan, parce que dès que vous êtes sous la surface de l'océan, vous êtes protégé des rayonnements, en tout cas la plus grande partie des rayonnements. Ça peut être sous la surface d'une planète aussi. Ça, c'est les conditions générales. Enfin, il faut quand même toujours de l'eau. Pour le métabolisme et pour le fonctionnement des cellules telles qu'on les connaît pour notre vie à nous. En tout cas, il faut un solvant. Sauf qu'on n'est pas sûr du tout de trouver des formes de vie comme les nôtres. C'est bien toute la difficulté, et d'ailleurs tout le mystère et toute la magie, toute la fascination que ça véhicule. Quel type de civilisation, quel type de vie vous espérez trouver ? Alors, la raison pour laquelle, je dirais pour commencer, que chercher d'un type de vie qui nous ressemble n'est pas ridicule du tout, c'est que les briques de la vie qui nous forment sont les plus communes, sont vraiment communes partout dans l'univers. Et en fait, elles ont été formées il y a environ 10 milliards d'années avec les étoiles de type solaire. Les populations d'étoiles qui ont précédé étaient moins riches en métaux, ce qu'on appelle riches en métaux. Ça veut dire en fait que les populations d'étoiles qui ont précédé le Soleil étaient en fait très riches en hydrogène et en hélium et très peu en autres composantes. Et à partir de la génération du Soleil, il y a 10 milliards d'années, les étoiles comme le Soleil commencent à se former et on a donc ces éléments qui forment la vie telle que nous la connaissons à l'heure actuelle. C'est pour ça que je parle de la possibilité d'un effet générationnel de la vie dans l'univers. Et si c'est le cas, eh bien, il n'y a pas de raison de penser que ce sont les matériaux les plus communs dans l'univers. En plus, l'eau est extrêmement commune. On voit avec Kepler, avec TESS et avec Webb que des planètes comme la Terre, c'est quand même pas... Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup de types terrestres et qui ressemblent un peu à la Terre. Donc, ce n'est pas ridicule d'essayer de trouver une biochimie, en tout cas, qui nous soit familière.
Maintenant, quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir une biochimie qui soit semblable à la nôtre et pourtant avoir quelque chose qui ne ressemble pas véritablement. Parce que en biochimie, les molécules peuvent avoir différentes géométries. On sait aussi que les acides aminés, pour nous, il y en a 21 pour nous former, mais il y en a beaucoup plus dans la nature. Alors peut-être qu'il y a des types de vie qui ont plus d'acides aminés, d'autres moins d'acides aminés. Il y a des tas et des tas de possibilités. Même avec les lettres de notre alphabet, on peut composer beaucoup plus de mots que le mot, enfin en fait la forme de vie qui nous compose nous. Et puis il y a peut-être le reste, la vie telle qu'on la connaît pas. Comme peut-être celle qu'on trouvera un jour sur Encelade. Encelade a de très fortes chances pour avoir une biochimie qui nous soit familière. Dans le système solaire, à part Titan, on a vraiment la possibilité d'avoir une biochimie très semblable à la nôtre. Titan que voilà? Oui, Titan que voilà. Avec le cratère Selk, qui est tout proche de la région dans laquelle la libellule devrait atterrir, Dragonfly. Le cratère que vous voyez à droite fait environ 80 km de diamètre. Et la raison pour laquelle on veut atterrir près d'un cratère, c'est exactement la même que celle pour laquelle on voulait atterrir près de cratères sur Mars, parce que simplement, ils ramènent des matériaux qui viennent de la profondeur à la surface. On n'a pas besoin de creuser, c'est libre service. Et puisqu'on a parlé des exoplanètes, en voilà une en formation. Oui, en voilà une en formation. Ça, c'est le cadeau de la découverte des exoplanètes et puis des télescopes à l'heure actuelle qui nous permettent de voir des mondes qui sont en train de naître. Il n'y a jamais eu de signaux extraterrestres, il n'y a jamais eu quelque chose qui est venu nous parler. Ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Parce que ce qu'on sait, c'est que nous écoutons et que nous n'avons pas été capables, pour le moment, de détecter quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Parce que la manière dont on écoute, c'est encore quelque chose de très anthropocentrique. Ça veut dire que d'abord, les extraterrestres pensent comme nous, qu'ils raisonnent comme nous. Et comme vous le savez, on est le produit de 4 milliards et demi, 4 milliards d'années de coévolution sur notre propre planète. Le petit boîtier qui est là est lui aussi le résultat de 4 milliards d'années de coévolution sur cette planète. La manière dont on perçoit les senseurs qu'on a pour appréhender l'univers autour de nous, il est le produit de cette coévolution sur notre planète. Et on voit déjà que des espèces marines, par exemple comme les baleines ou les dauphins, communiquent de manière différente que la nôtre. Donc, une espèce ou une civilisation extraterrestre qui évoluerait dans un environnement différent aurait peut-être une autre façon de communiquer. Et peut-être quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, et donc qui est peut-être déjà dans nos données, archivé quelque part. Et c'est pour ça que l'apparition de l'intelligence artificielle est très, très favorable à ce genre de recherche, parce que ça nous permet de commencer à essayer de comprendre des choses que le cerveau humain ne peut pas comprendre nécessairement. Mais il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est le travail qu'on commence à faire sur la compréhension du langage et de la communication dans les espèces intelligentes terrestres. J'ai un collègue à l'Institut SETI, qui est un chercheur dans le centre de Carl Sagan, qui s'intéresse particulièrement à ça et qui a fait des études sur des espèces intelligentes terrestres qui sont très éloignées les unes des autres. Bien évidemment, il y a les primates comme nous, donc ce sont nos cousins les plus proches. On pourrait s'attendre à ce que leur communication soit assez proche de la nôtre, en tout cas la structure, bien évidemment. Mais ils travaillent aussi sur des dauphins, sur des baleines, ils travaillent aussi sur des abeilles ou sur d'autres espèces. Et un des résultats les plus formidables qu'il ait démontré, c'est que la structure du langage chez les espèces intelligentes terrestres est la même. Et donc, est-ce que c'est le produit de notre coévolution sur cette planète, ou est-ce que c'est quelque chose d'universel? Si c'est quelque chose d'universel, là, on tient peut-être une clé intéressante pour commencer à chercher autrement la vie dans l'univers. Encore faut-il savoir ce qu'est la vie. Qu'est-ce qu'on va chercher? Quelle nature même à la vie, parce que c'est un vrai paradoxe de se dire on va aller chercher ailleurs pour voir s'il existe quelque chose, alors que les scientifiques ne sont pas tous d'accord pour savoir même ce qu'est la vie, au fond. Là où vous aidez d'autres disciplines. On a des hypothèses de travail. Ça veut dire qu'on a des définitions de travail pour la vie. Et beaucoup de monde s'accorde à dire qu'on n'a pas de définition, on n'a pas une définition de la vie.
Beaucoup comme moi pensent qu'on n'a pas même de définition de travail, on a des descriptions de travail. Et c'est pour ça, c'est un paradoxe parce qu'aujourd'hui on aborde la recherche de la vie en fonction de l'environnement dont on sait qu'il est favorable à l'origine de la vie. Ça ne nous dit pas ce qu'est la vie. Mais par contre, il y a d'autres disciplines qui ne sont pas de la biologie, qui ne sont pas nécessairement directement liées à l'astrobiologie ces dernières années, qui reprennent les travaux que Schrödinger a commencé il y a 40 ans en biophysique et aussi de manière intéressante de physique quantique. Mais des travaux récents comme ceux de Jeremy England semblent montrer, en tout cas c'est ce qu'il dit, que la vie est inévitable. Elle est inévitable parce que c'est le résultat inévitable de la thermodynamique, c'est parce que la vie est le meilleur moyen de combattre l'entropie, le chaos et le désordre dans l'univers. S'il a raison, ça veut simplement dire qu'on tient là quelque chose qui nous explique le processus du vivant, et pas seulement l'origine et les environnements, mais le processus du vivant. Et comme la physique, elle est universelle et qu'on la trouve partout, elle est la même, en tout cas dans l'univers qu'on peut observer, ça nous donne un moyen différent. C'est ce qu'on appelle les signatures de la vie agnostiques, parce qu'à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec la religion, mais ça veut simplement dire qu'elles ne font pas référence à une biochimie particulière. Elle n'a pas besoin d'être basée sur l'eau, elle n'a pas besoin d'être basée sur le carbone, elle n'a pas besoin d'être... Elle est simplement le résultat de cette biophysique, de la manière dont les molécules s'organisent, dont le chaos s'organise pour essayer de mettre de l'ordre dans l'univers. Est-ce que ça veut dire que ça bouscule complètement la conception qu'on peut avoir du monde vivant par rapport au monde non vivant ? Ça commence à devenir très intéressant. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt cette avancée de la biophysique, l'avancée de la physique quantique qui commence à nous dire qu'il n'y a pas de séparation entre les choses. Je pense que effectivement, les 15 à 20 prochaines années vont amener en fait une réconciliation de cette vision un petit peu holistique. On avait tendance à regarder la recherche de la vie d'un côté un petit peu réductionniste, et c'est important de le faire parce que c'est un problème tellement immense qu'on a besoin de comprendre des petits bouts de ce puzzle les uns après les autres. Mais quelque part, il y a un moment où on a besoin de prendre du recul et de regarder le paysage que forment les pièces pour reposer les bonnes questions, articuler les bonnes questions. Je pense qu'on n'est pas loin d'arriver à un moment comme ça. Puis on n'a pas fini de comprendre la vie sur Terre, puisque je crois que tout récemment encore, on a découvert des nouvelles formes de vie. Il y a 3 jours. Voilà, c'était une publication il y a 3 jours. Les lions microbiens, qui sont vraiment une nouvelle branche de l'arbre du vivant. Donc pas sympathique en plus, hein. Mais qui semblerait être une nouvelle branche du vivant. Et ça, c'est fascinant, parce que est-ce que c'est une branche de notre arbre? Ça semble être le cas, mais ce serait une nouvelle branche dans cet arbre. Mais il y a encore aussi cette théorie de la biosphère de l'ombre, qui est une expérience de pensée pour l'astrobiologie, parce qu'on n'en a pas la preuve. C'est quoi Mais qui pourrait exister différents arbres de vie sur Terre et qui seraient tellement différents d'une autre qu'on ne serait pas capable de le reconnaître en tant que vivant. Et alors que ça existe ou que ça n'existe pas, c'est quelque chose de fascinant pour nous. C'est une expérience de pensée parce que ça nous oblige à réfléchir à comment essayer de la découvrir, ce qui nous oblige à réfléchir à comment penser à la vie telle que nous ne la connaissons pas. Oui, donc on a encore beaucoup de travail aussi sur Terre. D'ailleurs, ce n'est pas le moindre la moindre de vos conclusions que d'avoir regardé différemment la Terre, même quand vous étiez sur votre volcan Licancabour, hein, de 6000 mètres d'altitude, parce que les 3 grandes questions de l'astrobiologie, on les a esquissées tout au long de cette discussion. C'est quelle est l'origine de la vie? C'est y a-t-il une vie au-delà de la Terre? Et puis, c'est quel est le futur de la vie sur Terre et dans l'univers. Donc vous cherchez quand même à comprendre comment les planètes se sont formées, comment elles ont évolué, mais aussi comment elles disparaissent. Et là, ça nous ramène quand même à nous. Et c'est un des grands messages de l'astrobiologie aussi. Il y a cette portion de rêve, en général pour le public, de chercher la vie ailleurs, etc. Mais une grande partie de la démarche de l'astrobiologie, une des clés de l'astrobiologie, c'est de comprendre la coévolution de la vie et de l'environnement. Et donc, on cherche à comprendre si elle est possible ailleurs, mais pendant qu'on la cherche ailleurs, ça nous donne des clés pour mieux comprendre
comment elle a évolué sur notre propre planète et essayer de nous donner les instruments, que ce soit des instruments intellectuels ou des instruments physiques, parce qu'on fabrique des instruments, de la technologie, etc., pour aller explorer d'autres planètes. Mais ces instruments, aujourd'hui, on les utilise à nouveau pour la surveillance de notre planète, pour comprendre mieux quelle est l'évolution de cette planète qui change beaucoup et comment essayer de rétablir l'équilibre entre la vie et l'environnement, en tout cas notre vie à nous, les humains. Et c'est quelque chose pour moi qui a été une révélation au sommet du Licancabour un matin de 2006, où j'ai réalisé que ça faisait des années, enfin 3 ans à cette époque-là, que j'essayais de comprendre ce que le Licancabour nous apprenait de Mars il y a 3,5 milliards d'années. Et ce matin-là, j'ai dit à Edmond, mais regarde, il nous dit aussi ce qui se passe aujourd'hui et maintenant sur Terre. Et depuis ce jour-là, j'ai mené en parallèle la recherche de la vie dans l'univers, mais aussi ramener cette conception de la coévolution de la vie et de l'environnement pour l'étude de notre planète, pour comprendre comment rétablir l'équilibre. Et c'est quelque chose que je pousse désormais à l'Institut, qui est une toute nouvelle division. C'est pas quelque chose d'artificiel. Encore une fois, l'astrobiologie essaye de comprendre la coévolution de la vie et de l'environnement. Ce que les gens oublient, c'est que la Terre est une planète. C'est une planète comme toutes les autres. Et donc, quand on étudie la vie dans le système solaire, on étudie aussi la coévolution sur notre planète et son avenir. C'est une planète mortelle. La planète en elle-même, elle risque rien. Je dis toujours aux gens, la Terre, elle est absolument en aucun danger. Ce qui est en danger, c'est l'environnement qui nous est favorable. La Terre, elle a passé son temps à changer. Elle a des cycles. Elle a des cycles tout le temps. Elle passe d'un âge glaciaire à un âge interglaciaire, etc. Et il y a eu des périodes qui ressemblent étonnamment à celles qu'on va vivre à l'heure actuelle, sauf que c'était déclenché naturellement. Aujourd'hui, on ne sait pas si le changement climatique qu'on voit est seulement l'effet de l'action humaine ou si l'action humaine augmente un cycle qui est en train de changer. Quoi qu'il en soit, l'action humaine accélère quelque chose de manière qui est beaucoup trop rapide pour les humains. La vie, et puis aussi pour les espèces supérieures. Aujourd'hui, on a la disparition de 150 espèces par jour, et tous les grands mammifères sont en train de disparaître. Et on est déjà bien engagé dans la 6e extinction en masse. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder en tant qu'espèce et civilisation technologiquement avancée. Nous sommes responsables de la biosphère et nos actions ont des répercussions. Et on est en train d'en voir les conséquences aujourd'hui. Donc il est grandement temps pour notre civilisation, qui est une civilisation adolescente, de commencer à prendre un petit peu plus de maturité, de responsabilité, parce qu'il y a tellement de choses magnifiques qui sont à découvrir et qu'on peut faire en harmonie. On peut faire en harmonie. La chose que je ne veux pas voir et que je ne veux pas entendre, à laquelle je ne souscris absolument pas, c'est de dire qu'il faut aller chercher une planète B parce qu'on a saccagé celle sur laquelle on vit. C'est pas la mission de l'astrobiologie. La mission de l'astrobiologie, c'est de comprendre la vie dans l'univers et comment elle évolue, mais certainement pas une excuse pour les méfaits de notre civilisation sur notre propre planète. Si je vous dis la vie serait moins belle sans... point de suspension, vous me répondez quoi? Intéressant, la vie serait moins belle sans... je dirais sans l'ensemble de... la vie, c'est la biosphère. Et donc, c'est cette diversité de vie, c'est cette manifestation de cette vie, de toutes les possibilités qu'elle a sur notre planète, de toute cette diversité, de voir la vie dans les endroits où elle peut... elle est absolument partout. Là où elle peut être, on a encore à trouver les limites de la vie. Et puis, bien entendu, avec cette photo que vous avez mise là, la vie, elle est certainement plus belle avec les gens qu'on aime. Merci beaucoup, Nathalie Cabrol. Vous avez le droit de boire un peu d'eau parce qu'on a... Ça va ? Et donc, la parole est à vous dans la salle maintenant pour une vingtaine de minutes. Un micro va circuler. Voilà, il suffit de lever la main et monsieur a déjà levé la main. La parole est à vous. Merci. Bonjour, bonsoir. À votre place, il y a quelques semaines, mois peut-être, je ne sais plus, il y avait un astrophysicien qui nous disait, contrairement à ce qu'on pense,
la probabilité de vie est pas si faible, et pas si importante. C'est pas parce qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans la galaxie qu'il y a des, je sais pas combien de milliards de galaxies, beaucoup plus qu'on imaginait avant James Webb, si j'ai bien compris, que la probabilité soit pas si très très faible. Parce que, par exemple, le choc de la Lune qui s'est sorti, qui stabilise la Terre sous un axe, que machin chose, truc bidule, ça c'est qu'un événement, mais il y en a des milliers qui font que, même s'il y a des milliards, la probabilité reste faible. Alors que là, on sent presque à la toucher en les écoutant sur les planètes qui nous sont proches. Vous faites allusion à la théorie de la Terre rare, que Jean-Pierre a repris dans un livre Jean-Pierre Bibring. La théorie de la Terre rare, elle a été publiée en 2009 et c'était juste avant que la mission Kepler parte dans l'espace et nous donne cette vision des exoplanètes. Alors, ça a été débattu pendant de nombreuses années. En fait, aujourd'hui, la réponse à cette question, c'est que dans l'univers de Kepler, la vie, elle est certainement différente et pas forcément telle qu'on la connaît, mais rare sûrement pas. C'est pas seulement des milliards et des milliards, c'est aussi le fait qu'il y a des biochimies qui sont probablement différentes de la nôtre. Il y a des planètes qui sont différentes de la Terre et qui sont habitables. Il y a des super planètes habitables qui ont des conditions d'habitabilité qui sont différentes de la nôtre. C'est une théorie que même les personnes qui ont promu cette théorie à l'époque, en 2009, aujourd'hui sont revenus sur cette question-là. Donc, c'est important. Je pense que Jean-Pierre fait quelque chose d'important, encore une fois en science, qui est les expériences de pensée, qui nous obligent à essayer de voir un petit peu quels sont les arguments pour et contre. C'est très très important en science. Mais à l'heure actuelle, c'est plus quelque chose que la majorité de la communauté scientifique pense et une théorie qui est valable. Mais pourtant, monsieur a rappelé que c'était il y a quelques semaines, quelques mois. Donc, oui, non, Jean-Pierre a repris cette théorie-là et on peut la défendre si on en a envie. Mais on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas forcément besoin de tectonique des plaques. Le rôle de la Lune, c'est un rôle important. Mais c'est, comme vous le voyez, il y a par exemple Europe, où il y a Mars, Vénus, etc. On a des tas d'endroits où il n'y a pas de Lune, où il n'y a pas de satellite, où il y a quand même des conditions habitables et des biochimies qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, encore une fois, ça fait partie du dialogue scientifique, mais ce n'est certainement pas aujourd'hui la théorie qui est la plus retenue. Et qui est la plus consensuelle. Oui. Une autre question, monsieur. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez en développer un tout petit peu cette cette nouvelle vision de la vie dans les ions dont vous avez parlé tout à l'heure, cette découverte de oui, c'est une découverte. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je suis arrivée ici et la découverte est arrivée il y a 2-3 jours. Donc, il faut encore que je lise l'article. Mais si j'ai bien compris, et c'est une information de deuxième main, c'est que c'est une nouvelle forme de vie, donc une branche peut-être différente de la vie actuelle. Pour le moment, on connaît 3 branches, en tout cas 3 branches de base à la vie sur Terre. Il est possible que ce soit une branche nouvelle, mais c'est tout ce que je peux vous dire parce que je n'ai pas encore lu l'article et je ne peux pas dire des bêtises. Merci. Il y a madame au 2e rang, Najma, puis madame au 1er. Je suis désolée, j'ai la lumière dans les yeux. Je suis obligée de mettre ma... Bonjour. Enfin, j'ai 2 questions. Déjà, est-ce que c'était beaucoup 40 000 € pour une expédition en astrobiodiversité? Enfin, je ne sais pas comment dire. Est-ce que c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. C'était pas beaucoup du tout, mais c'était un petit peu le but de la manœuvre. Ça veut dire que ça nous donnait suffisamment de moyens pour aller faire une reconnaissance et collecter quelques données. En fait, c'était sur 2 ans, donc on avait 2 fois 40 000 $. Et ça nous a permis de ramener des échantillons, de collecter des données et de faire la preuve de notre concept.
en fait, ça les a tellement emballés qu'ensuite on a été sélectionné par l'Institut d'astrobiologie, et puis cette recherche ne s'est pas arrêtée depuis les 20 dernières années. On continue. Mais c'est important parce que ça veut dire que la NASA nous donnait un petit peu d'argent pour aller prouver notre concept, mais en même temps ne prenait pas énormément de risques financièrement si ça ne fonctionnait pas. Et puis ça a été bon pour les deux parties, je dirais. Et ma dernière question, c'est est-ce que la vie, elle serait pas moins belle sans question, sans question, sans réponse? Je trouve que ça, c'est une merveilleuse réponse. Mais est-ce qu'il y aurait des questions ou est-ce qu'il y aurait des réponses si la vie n'était pas là? Ça, c'est autre chose. On en arrive à ce qu'on disait, à la nature de l'univers. Parce que si la vie est aussi probable que ce qu'on croit, il semblerait, et spécialement si la vie est le meilleur moyen pour l'univers de combattre l'entropie, c'est de se dire que l'univers se donne les moyens de collecter de plus en plus d'informations et donc d'apprendre de plus en plus sur lui-même. Et Carl Sagan disait, nous sommes l'univers qui essaye de se comprendre lui-même. Ça devient un petit peu faramineux quand on commence à penser à toutes ces questions-là. Est-ce que l'univers est en train d'essayer de comprendre ce qu'il est? Ça revient à toujours cette position que je prends en disant que finalement, c'est l'expérience scientifique la plus biaisée que j'ai jamais vue, parce qu'on est à la fois l'expérimentateur et l'expérience. Et essayer de comprendre dans ces cas-là, c'est très très compliqué. Bonsoir, je m'appelle Sarah May, je suis autiste THPI et je suis documentariste et j'étudie du microcosme au macrocosme depuis que je suis toute petite. Et on a constaté dans ma neurophysiologie, donc des autistes THPI, en fait que j'avais des capacités visuelles, certains ont des capacités auditives, entendent les infrasons. Et c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Avant, on nous aurait mis dans des hôpitaux psychiatriques. Donc, et par contre, j'ai aussi une maladie rare, qu'on dit maladie parce que j'ai des mastocytes qui sont beaucoup trop actifs. Et on se rend compte aujourd'hui que mes spécificités cognitives ne sont pas du tout psychiatriques, elles sont neurophysiologiques, donc scientifiques, et que ces particularités-là, qui sont d'ordre biologique, ne sont pas prises en compte par les médecins, etc., sauf les spécialistes qui me suivent à Necker. Sachant ça, et sachant que je ne suis pas effectivement quelqu'un de folle, et mon mentor est Cédric Villani, le mathématicien, qui est mon ami, mon mentor dans mon domaine scientifique. En fait, on nous regarde encore, on ne nous donne pas la parole alors qu'on a étudié des choses avec des capacités exceptionnelles. Pourquoi on ne nous donne pas la parole? Et moi, je trouve que votre travail est très concomitant à mon travail et à celui que fait Cédric ou Aurélien Barraud. Et j'ai plein de questions. Pourquoi on laisse Elon Musk aussi polluer avec ses vols commerciaux? Enfin, j'ai plein de questions à vous poser. C'est tout un tas de questions. Merci. Mais d'abord, je vais répondre à la première question, et pour répondre à cette question sur l'autisme. Et je vais vous dire, je ne suis pas autiste, mais j'ai un Asperger assez haut. Et donc, je comprends ce que vous voulez dire, dans la mesure où, depuis toute petite, j'ai aussi cette capacité à avoir à relier des choses que la plupart des gens ne relieraient pas, de tourner les nombres et les symboles et les choses comme ça. Pour moi, c'est quelque chose que je fais très facilement. Aujourd'hui, ça me sert dans mon métier parce que ça me permet de connecter des points que la plupart des gens ne connecteraient pas. Donc, il n'est pas... Et je comprends parfaitement ce que vous dites. Quand il y a encore pas si longtemps que ça, c'était considéré du domaine de la psychiatrie. En fait, il s'agit d'un mode cognitif qui est différent et qui montre une gamme, simplement un registre différent. Et donc, c'est important... mais absolument, absolument, absolument. Et ça,
on est d'accord là-dessus. Je sais que personnellement, ça m'a joué des tours pendant toute une partie de mon enfance et de mon adolescence, mais j'ai eu cette chance de pouvoir en tirer parti. Et je peux vous garantir qu'au centre Carl Sagan, j'ai pas mal de collègues qui sont aussi assez hauts dans le spectre. Et en général, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des chercheurs, parce qu'on a cette capacité à manier les nombres, à voir les choses que d'autres ne voient pas. Et ça, c'est quelque chose qui est peu connu. Mais si vous commencez à faire le spectre d'Asperger chez les scientifiques, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant quand il s'agit des marges. Donc, dans tous les cas, certainement, je suis avec vous de ce côté-là. Pour ce qui est d'Elon Musk, je dois avouer malheureusement que je suis aussi d'accord avec vous. Merci. Ça fait des progrès, ça fait des progrès. Je suis, là aussi, c'est un bon point, mais ça fait véritablement des progrès. Et aujourd'hui, on fait en sorte d'avoir des programmes pour les jeunes femmes, pour les amener dans les sciences. Aussi bien du côté de l'ingénierie ou de la science, on a des programmes particuliers pour ça. En tant que directeur d'un centre de recherche, par contre, je dois dire que personnellement, il y a une espèce de biais qui existe, parce que je suis, je ne dirais pas obligée, c'est naturel, de regarder les CV des gens qui arrivent, et que ce soit hommes ou femmes, pour moi, ce sont les plus compétents qu'on doit choisir. Malheureusement, le biais, il existe dans la mesure où, dans les décennies passées, il y avait beaucoup plus d'hommes qui s'engageaient sur ces voies-là. Donc pour le moment, on est en train d'essayer de pallier un petit peu en créant des opportunités pour les femmes, mais elles commencent à s'engouffrer un petit peu. À l'Institut, on en est environ à 40% de femmes sur l'ensemble de nos chercheurs. Donc, go girls. Ça progresse. Monsieur. Oui, je veux savoir ce que vous pensez de que la vie serait arrivée sur Terre par des météorites ou des choses comme ça, ou au moins des briques de la vie, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, les briques de la vie ou la vie, c'est pas exactement la même chose, mais vous faites allusion à la panspermie, qui était une théorie qui a été développée il y a 150 ans maintenant. Et au début, elle était un petit peu plus farfelue qu'à l'heure actuelle, mais considérant ce qu'on a découvert aujourd'hui, que les briques du vivant, donc ces molécules organiques, on les trouve partout. On les trouve dans le milieu interstellaire, on les trouve dans les astéroïdes, on les trouve dans les comètes, on les trouve absolument partout. Il y a un regain d'intérêt pour la théorie de la panspermie. Alors, la panspermie, ça ne nous donne aucune solution pour l'origine de la vie. La panspermie, c'est un vecteur. C'est-à-dire que si vous avez des molécules organiques dans un astéroïde ou une comète, et que cette comète arrive dans un environnement qui est favorable, peut-être qu'elle va donner la possibilité à la vie d'éclore. Mais il faut aussi savoir, par exemple, que la Terre, elle est fabriquée de ces éléments-là. On n'est pas sorti d'une machine à fabriquer les planètes. Les molécules organiques étaient déjà dans les astéroïdes et les comètes qui composent la Terre. Donc, les éléments pour la vie étaient déjà constitués là. Donc, la panspermie, c'est quelque chose qui peut transporter les briques de la vie, peut-être aussi, comme on en a parlé pour Mars, la vie primitive, et qui peut peut-être l'amener d'une planète à une autre. C'est quelque chose qu'on regarde, mais ce n'est pas quelque chose qui nous donne une réponse pour l'origine de la vie. Ça fait que transporter le problème ailleurs. Au premier rang, je crois, Nejma. Jeune homme. Je me demandais, est-ce que vous pensez qu'on a encore beaucoup à découvrir sur Terre, même si on regarde autour dans l'univers? Est-ce que vous pensez qu'on a encore beaucoup, même pas des espèces, juste de phénomènes et de ce qui s'est passé, ou même de ce qui se passe encore aujourd'hui, de choses cachées? Oui, bien entendu, les sciences de la Terre. Et puis, en plus, l'astrobiologie s'occupe aussi beaucoup de notre planète. D'abord parce qu'on va dans des endroits impossibles pour essayer de comprendre ce qui se passe sur d'autres planètes. On découvre des espèces nouvelles tout le temps. C'est quelque chose qui fait partie de notre travail quand on part en expédition. C'est pas du tout quelque chose de rare de revenir avec des espèces qui sont nouvelles. Donc ça nous permet d'augmenter un petit peu la galerie de ce qu'on connaît sur notre propre planète. Maintenant, pour parler de phénomènes nouveaux,
je crois qu'on avait une bonne connaissance des phénomènes physiques. À l'heure actuelle, on comprend bien la dynamique de l'atmosphère, on comprend bien comment marche la tectonique des plaques, les océans, comment ils fonctionnent, les courants, etc. Par contre, ce qui est nouveau, c'est ce qui se passe en ce moment avec le changement climatique et le changement d'environnement. Il y a tout un tas de nouveaux phénomènes qui commencent à apparaître et on va être en quelque sorte obligé de réapprendre la dynamique de notre planète. Elle est en train de changer et il y a des tas de choses qui se passent dans l'atmosphère en ce moment qui sont un petit peu différentes de ce qui se passait avant. Il y a les courants dans les mers qui commencent à ralentir un petit peu. Il y a des réchauffements à droite, il y a des refroidissements à gauche, etc. Donc en fait, c'est un apprentissage permanent. C'est pas on sait tout sur la planète Terre, c'est quelque chose, c'est une planète dynamique, c'est une planète qui change, et à l'heure actuelle, elle change très vite. Oui, monsieur, là-haut. Nejma, vous avez vu, vous pouvez lever un petit peu plus la main. Oui, monsieur a déjà posé une question tout à l'heure. Est-ce que vous pourrez nous dire, au vu des connaissances actuelles, jusqu'à quelle profondeur sous la croûte terrestre la vie peut se loger actuellement? Je sais qu'on l'a trouvé à quelques kilomètres déjà, donc vous pouvez compter ça déjà. Maintenant, je pense que la limite absolue tout de même, ce serait quand on arrive au manteau, parce que je vois pas tellement ce qui peut survivre dans le magma, mais il faudrait voir, maintenant, il y a des grands forages qui sont faits, il y a, en particulier par les Russes qui sondent très très profondément, mais on l'a trouvé à plusieurs kilomètres de profondeur. Sous quelle forme? Sous la forme de bactéries. Forme de vie simple, hein, donc forme de vie simple, oui. Encore. Je pense qu'on n'aurait pas imaginé une forme de vie complexe, mais on va prendre encore 3 dernières questions. Si vous en avez... N'hésitez pas, c'est le moment. Monsieur. Sur les exoplanètes, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on peut analyser l'atmosphère, par exemple? J'ai compris ça. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de trouver, nous faire penser qu'il y a une potentialité intéressante sur ces planètes-là? Oui, alors pour les exoplanètes, bien évidemment, c'est pas comme dans le système solaire, c'est pas facile de s'y rendre. Donc on est obligé de faire ça à distance. Et l'instrument, enfin en tout cas la technique particulière, c'est la spectroscopie. On étudie un petit peu on analyse la lumière qui nous arrive de l'atmosphère de ces planètes. Alors bien évidemment, la lumière nous donne une idée sur les gaz qui se trouvent dans ces atmosphères. Et en les analysant, on essaie de trouver un certain nombre de choses. La première chose, il y a les gaz qu'on appelle biogènes sur Terre, comme le méthane par exemple, ou comme l'oxygène, etc. Le seul problème qu'on a avec ça, c'est que ce ne sont pas des réponses absolues pour la présence de la vie. On peut créer du méthane sur Terre, par exemple, de 6 ou 7 manières différentes. Il y en a une seule qui soit biogène, c'est-à-dire qui soit formée par la vie. Les autres sont géologiques, sont liées à l'environnement. L'oxygène, il y a aussi des manières de le former par la géologie, ce n'est pas uniquement la vie. Donc il n'y a pas de signature absolue. Quelque chose qu'on cherche, par exemple, c'est les déséquilibres. Les déséquilibres dans les gaz. Parce que la vie est très très bonne à créer des déséquilibres. Et ça, c'est peut-être une signature. Si par exemple, on avait des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone que James Webb nous a montré dans sa première analyse, a découvert par exemple deux gaz à effet de serre comme de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, ça nous donne déjà une bonne idée de ce qui peut se trouver à la surface, par exemple de l'eau à la surface de cette planète, mais aussi essayer de voir en quelle proportion on a ces gaz, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose qui est produit naturellement ou qui est impossible à produire naturellement. C'est ce qu'on est en train de chercher à l'heure actuelle. En fait, c'est la clé, si on peut dire, de l'astrobiologie à l'heure actuelle pour la détection de biosignatures, de signatures de la vie. C'est pas qu'on essaie de démontrer que la vie est présente, parce qu'encore une fois, on n'a pas de définition pour la vie, mais c'est essayer de démontrer que l'hypothèse abiogénique, c'est-à-dire qui n'est pas du vivant. On essaie de démontrer que l'environnement seulement ne peut pas créer la signature que l'on voit. On essaye de démontrer le contraire.
Moi, j'ai une question par rapport au temps. Parce qu'en fait, qu'il y ait la vie, en effet, dans des endroits extraordinaires, et qu'on voit maintenant avec James Webb, mais qui sont vraiment très très loin, très loin dans le temps, est-ce que si on recevait, même si on arrivait à recevoir des signaux, à quoi ça correspondrait? Est-ce que ça serait des choses qui n'existent déjà plus, quoi? Alors là, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a James Webb nous montre qu'il y a des planètes qui sont habitables. Elles ne sont pas si loin que ça. Hein. Elles ne sont pas si loin que ça du tout. Dans le temps? Non, dans le temps, quand vous avez une planète qui se trouve à 250 années-lumière, c'est 250 ans. Hein. C'est pas si loin. Alpha Centauri, elle est à 4 années-lumière. C'est notre voisine. Il y a un système planétaire qui tourne là, qui nous intéresse beaucoup. Et donc, ce que nous montrent Kepler, TESS ou James Webb, ces planètes-là ne sont pas très très loin. Il y en a qui sont beaucoup plus loin, bien évidemment. Mais il y a un certain nombre de candidats. Et une de mes favorites, en fait, c'est une des planètes... une des étoiles sœurs du Soleil, qui est née en même temps que le Soleil dans la même pépinière d'étoiles, qui, elle, se situe maintenant à environ 150 années-lumière, peut-être un petit peu moins, et qui a évolué en même temps, qui a un tout petit peu plus de métaux dans l'étoile que dans notre Soleil, ce qui veut dire qu'il y a de très fortes chances pour qu'elle ait un système planétaire aussi qui se soit formé il y a 4,5 milliards d'années, en même temps que le Soleil formait le système solaire. Et donc, en imaginant, alors là, c'est complètement un modèle anthropocentrique, et en imaginant que tout se soit produit exactement de la même manière, vous avez peut-être une civilisation qui commence à arriver à l'âge technologique comme nous. Et dans ce cas-là, il se trouve à peu près dans notre bulle radio. Donc, c'est pas si loin que ça. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui soit apparu ou quelque chose qui soit même en position d'envoyer des messages. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, les distances se réduisent quand même. Vous nous dites la phrase qui est votre phrase signature à l'Institut SETI, pour terminer, Nathalie Cabrol. Je vais avoir tellement d'histoires avec Jill Tarter. Elle n'aime vraiment pas que j'ai cette signature, mais ça fait rien. C'est ma bande dessinée préférée aux États-Unis, qui est Calvin et Hobbes, et qui dit que la meilleure preuve qu'il y a de l'intelligence dans l'univers, c'est qu'aucune n'a essayé de nous contacter. Merci beaucoup et merci à vous tous.